Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la classification et la recherche de documents pertinents. Je vais vous présenter donc ce que IBM fait, ce que IBM propose comme solution qui permet de faire la classification de documents et faire du ranking de documents. Alors on va commencer par une petite introduction sur Watson, d'où ça vient. Alors je pense que parmi vous, beaucoup savent qu'en 1997, IBM avait créé Deep Blue. Et l'objectif était de construire un système qui pouvait challenger les champions d'échecs, en l'occurrence Kasparov. Et il y a beaucoup d'échos. Et l'objectif était de donc, construire un système qui puisse rivaliser avec le champion. On était dans une thématique de déterministe, avec un nombre de possibilités finies. Et avec de la puissance de calcul brute, on savait que tôt ou tard, on serait capable de battre même le meilleur des champions. Ce qui est assez amusant, c'est que lors de la première partie, Kasparov a gagné. La deuxième partie, il y a eu un match nul. La troisième partie, Kasparov a abandonné et n'a plus voulu jouer avec la machine parce qu'il savait qu'il n'avait plus aucune chance de le battre. Donc, pour fêter son 100e anniversaire, IBM aux États-Unis s'est lancé un défi avec une résonance aussi importante que ce challenge. Et ils ont imaginé construire un système qui pouvait comprendre le langage naturel et répondre à des questions en langage naturel, posées en langage naturel, et répondre à tout type de questions. Donc on a imaginé un challenge autour de Jeopardy. Donc plutôt que de vous parler de Jeopardy, je vais vous montrer 5 minutes de Jeopardy, ou 3 minutes de Jeopardy, pour vous montrer un petit peu le contexte du challenge et les défis que ça sous-entend. Let's play. Here we go. Our first round of play contains these categories. Alors, juste pour préciser un petit peu quand même sur ce jeu, en fait, vous avez différents niveaux de catégories, donc qui sont présentés les unes après les autres. Là, je ne sais pas pourquoi ça a sauté toutes les catégories. Et on arrive à... Bon, j'arrive pas à tomber dessus, voilà. Play Jeopardy. Here we go. Donc, enfin... Our first... Donc, vous avez en fait là, les différentes catégories avec des niveaux de difficulté. Et l'objectif, c'est de choisir une catégorie, un domaine, sur lequel, effectivement, Watson avait été entraîné, préalablement entraîné. Et le montant en dollars correspond au niveau de complexité de la question. Et en fonction, en fait, il y a une réponse qui est donnée, le système doit trouver la question correspondant à cette réponse. Round of play contains these categories. Literary character APB, all points bulletin. Beatles people. Olymp EB for 800. Answer the Daily Double. Now, Watson, although you have but $400, you know, of course, that you can risk up to the maximum value of the clue on the board, and that is 1,000. 1,000, please. All right, here is the Daily Double clue for you. Wanted for killing Sir Danvers Carew. Appearance pale and dwarfish. Seems to have a split personality. Who is Hyde? Hyde, yes, Dr. Beatles people for 200. And anytime you feel the pain, hey, this guy, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Watson. Who is Jude? Yes. Olympic oddities for 200. Milorad Kavic almost upset this man's perfect 2008 Olympics, losing to him by 1/100th of a second. Watson. Who is Michael Phelps? Yes, go. Name the decade for 200. Disneyland opens and the peace symbol is created. Ken. What are the 50s? Yes. Final Frontiers for 1,000, Alex. Tickets aren't needed For 600. Klaus Barbie is sentenced to life in prison, and DNA is first used to convict a criminal. Ken. I don't know. What is the 1980s? Yes, that's it. Olympic oddities for 1,000. It was the anatomical oddity of U.S. gymnast George Iser, who won a gold medal on the parallel bars in 1904. Ken. What is he only had one hand? No. Watson? What is leg? No. Brad? What is he's missing a leg? Ken, you select again. Let's go to alternate meanings for 1,000, Alex.
Bon, je crois que vous avez compris le principe. Donc, il y a des réponses qui sont proposées et les candidats doivent donner la question correspondante. Alors, dans ce challenge, les deux personnes que vous voyez jouer sont deux champions qui ont gagné le plus de victoires successives de ce jeu ou le plus d'argent à ce jeu. Donc, deux stratégies de réponse différentes. Mais ce sont des personnes qui sont les meilleures à ce jeu. Et le challenge était vraiment d'importance. Vous avez vu que les questions, enfin les indices qui ont été donnés sont parfois, c'est des périphrases, parfois il y a de l'argot, parfois c'est donné avec de l'humour. Donc ça nécessite quand même une certaine intelligence, entre guillemets, pour comprendre le contexte et trouver les réponses qui correspondent. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer avec Michel aujourd'hui, c'est comment, sur la base des technos dont on dispose aujourd'hui chez IBM, on est en mesure de reconstruire un système en utilisant les technologies qui sont disponibles sur Bluemix. Donc, quand on regarde les approches traditionnelles d'un moteur de recherche, typiquement on pose une question. De cette question, on va extraire 2-3 mots-clés significatifs. On va ensuite lancer sa recherche sur le moteur de recherche, qui va rechercher les documents contenant ces mots-clés, et il vous affiche la liste des différents documents qui contiennent ces mots-clés. Et ensuite, vous devez lire ces documents, en extraire les évidences ou les preuves ou les réponses qui vous intéressent. Sur un système Watson ou un système expert, on va poser une question en langage naturel. Le système va comprendre la question, il va produire des réponses sur la base de ce qu'il a compris de cette décomposition de questions. Il va rechercher des évidences qui supportent ces réponses possibles. Ensuite, il va analyser ces évidences et il va calculer un score de confiance sur ces différentes évidences. Et ensuite, il va faire une synthèse, afficher les réponses les plus pertinentes en fonction d'un score de confiance. Et ensuite, c'est l'humain qui va analyser ces réponses et choisir s'il a confiance ou pas dans les réponses que lui fournisse le système. Donc, la base, c'est de commencer par traiter du document. Et c'est d'extraire de la connaissance dans les données non structurées. Alors, ça peut paraître un peu trivial pour nous, développeurs, mais quand on parle à des métiers et quand on parle de données non structurées, parfois, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que ça représente. Et extraire des concepts de données structurées, parfois, ils ont du mal à se projeter sur ce genre de choses. Voilà, on rappelle ce que ça peut être entre une donnée structurée et non structurée, mais enfin, je pense que pour vous, il n'y a pas trop de mystère. Donc, le système dont IBM a construit, donc, dans la première étape, on analyse effectivement, comme je vous ai expliqué, l'ensemble sur un domaine particulier, l'ensemble des éléments, des documentations qui vont permettre d'entraîner un système et de lui transférer des connaissances. Alors, je vous montrerai dans la deuxième partie de cette présentation comment on construit ce genre de système. Là, on va partir du principe que le système est déjà entraîné. Donc, on pose une question, le système nous renvoie un certain nombre une décomposition de cette question et de thèmes qui sont portés par cette question. Sur l'ensemble des concepts qui sont contenus dans la question, donc ça peut être des concepts temporels, ça peut être des concepts géographiques, ça peut être des verbes, des actions, etc. On va générer des hypothèses et on va, dans notre base de connaissances, rechercher l'ensemble des informations qui permettent de fournir ce score, et qui est représenté en bas sous la forme d'un petit diagramme. Donc la première étape, c'est sur les documents. Donc apprendre à Watson à lire, à comprendre une masse de documents. Donc il y a deux étapes clés. La première étape, c'est une analyse syntaxique des documents. Et la deuxième étape, ça va être une analyse sémantique. Et je vous montrerai après, effectivement, sur la analyse sémantique, comment on est capable, dans Watson, de charger des ontologies sur un domaine particulier pour être en mesure de structurer l'information et d'en extraire des concepts intelligents. Donc ici, on représente sur un raisonnement intelligent, entre guillemets, ou sur une question posée, sur un fait et une question qu'on peut se poser, quels sont les types de raisonnements que l'on va mettre en place pour retrouver les concepts. Si on fait une recherche par mots-clés, on a peu de chances de trouver, de faire le lien
entre la question et l'élément de preuve qui correspond à cette question. Mais en faisant du raisonnement temporel, en faisant du raisonnement avec des périphrases, ou en faisant de la géospatialisation, on va être en mesure de contextualiser la question par rapport au document qu'on recherche. Donc Watson, en fait, quand on a commencé à le construire, on a commencé ça devait être dans la fin des années 90, il a fallu 5 ans pour le mettre au point. Au départ, on était tout en bas avec un niveau de compétence proche d'un enfant de 4 ans. Et au fur et à mesure des itérations et des enrichissements des modes de raisonnement, spatial, temporal, linguistique, etc., et l'entraînement sur chacun des domaines, on a pu augmenter la performance du système. Donc on voit en bleu ici les réponses qui sont apportées aux questions et le taux de confiance, le taux de bonne réponse, donc 100% de bonne réponse et 100% de précision, enfin 100% de réponse, enfin vous avez dans l'axe des réponses et l'axe de la précision de la réponse. Et on voit qu'avec le temps, on s'est rapproché des meilleurs des champions du jeu Jeopardy. Alors aujourd'hui, ce genre de système est déployé très fortement dans le monde de la santé. Il y a plusieurs systèmes Watson qui ont été construits autour de l'aide au diagnostic et de l'aide à la prescription sur un certain nombre de cancers. Et donc la précision est très importante. Alors, contrairement au système Watson qui avait été construit pour ce jeu, pour le jeu Jeopardy, où l'objectif était de donner une réponse, c'est-à-dire que Watson prenait un risque, s'il avait une bonne confiance, il donnait la réponse et on ne lui demandait pas de se justifier. Quand on met ce genre de système à disposition d'un corps médical, les médecins doivent savoir pourquoi Watson propose quelque chose. Et donc on doit lui ouvrir nos livres et montrer les différentes évidences sur lesquelles s'appuie Watson pour mettre en avant tel ou tel diagnostic ou tel traitement. Les systèmes sont régulièrement entraînés et régulièrement des experts sur les différents cancers sur lesquels les systèmes sont entraînés. Donc revoient un certain nombre de cas ensemble. En général, c'est une dizaine de cas. Donc, le dossier patient est chargé dans Watson et les experts posent le diagnostic sur l'examen de ce dossier patient et Watson fait la même chose. Et dans la majorité des cas, ils sont d'accord. Et de temps en temps, il y a des différences, ce qui interpelle toujours les médecins. Et donc là, on regarde les évidences que Watson a sorties pour se justifier. Et en général, c'est des données très récentes, en général publiées dans la semaine ou dans les jours qui précèdent, que les experts n'ont pas eu le temps d'intégrer et que Watson a su intégrer quasiment en temps réel. Et en général, dans quasiment tous les cas, Watson a raison par rapport aux médecins. Les médecins reconnaissent que les nouvelles publications dont Watson a bénéficié et a intégré dans son système sont de nature à changer le diagnostic que eux, en tant qu'experts, auraient porté sur un patient. Donc, pour construire un système, il y a plusieurs étapes que l'on doit mettre en œuvre. La première, c'est comprendre le domaine spécifique sur lequel on va agir. Donc, sur l'oncologie, ça va être un cancer particulier. Cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du rein, peu importe. Et c'est sur ce domaine, parce que chaque domaine a des spécificités, sur ce domaine particulier que Watson va être entraîné. On ne sait pas faire de système générique qui saurait répondre à n'importe quoi. Sur le jeu Jeopardy, il y a eu un entraînement qui a été fait sur les différents domaines sur lesquels Watson risquait d'être interrogé. Donc il est important d'apprendre à Watson le langage sur lequel il va devoir travailler, le jargon, le mode de pensée de ce domaine particulier. Ensuite, il va falloir... Alors, j'ai gardé le terme curating, parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais alors curating, c'est comme dans un musée, celui qui sélectionne les œuvres que le musée va acquérir. C'est un peu la même chose, on a une masse de connaissances très importante dans le domaine médical ou dans n'importe quel domaine. Et il va falloir identifier dans cette masse de connaissances les documents,
les plus pertinents à collecter pour créer le corpus documentaire sur lequel on va entraîner Watson. Et cette étape est très importante. Donc on sélectionne les documents pertinents. On va écarter tous les documents qui sont un petit peu dépassés, qui sont hors périmètre ou pas assez précis. Et puis ensuite, on va charger ces documents dans Watson. Et au moment de ce chargement, on va enrichir les documents de métadonnées qui rendront le travail sur la connaissance beaucoup plus efficace dans le futur. Et on va représenter sous forme de graphe cette connaissance aussi pour apporter davantage de précision aux réponses qu'on pourra apporter aux questions posées. Donc je vous montrerai après comment on fait ce genre de choses. Et ensuite, il y a effectivement la partie entraînement sur un domaine particulier. Alors dans cet exemple, on a pris la France avec un certain nombre de petites icônes qui représentent différents thèmes. Et puis sur chacun de ces thèmes, on va apprendre, sur chacun de ces sous-domaines, on va donner des clés à Watson pour qu'il puisse, par machine learning, pouvoir enrichir sa connaissance au fur et à mesure. Donc on va apprendre à Watson à découvrir des patterns linguistiques d'un domaine particulier. Ensuite, le système de décision basé sur les évidences va permettre une amélioration continue du système de lui-même. Et les interactions entre Watson et les utilisateurs sont périodiquement réévaluées et chargées à nouveau dans le système pour améliorer la pertinence du système. Donc ensuite, si on met en œuvre ce système, dans un premier temps, on pose la question, on décompose la question pour identifier les parties de discours de cette question. Sur la base de cette décomposition de concepts, on va générer des hypothèses, et puis ensuite, on va rechercher dans notre corpus de documents les évidences qui permettent d'appuyer ou de réfuter les hypothèses. Ensuite, on fait un classement via un modèle statistique des réponses pour faire apparaître en priorité les réponses les plus pertinentes. Donc l'objectif de Watson, c'est de mettre à disposition de tous l'expertise d'un domaine particulier. Donc quand on regarde la façon dont ça se met en œuvre, il y a plusieurs pipelines Watson qui sont activés. Donc on a représenté ici en bas la question et le cheminement. Donc je reprends les différentes étapes que je vous ai décrites entre la génération, la compréhension plutôt de la requête, l'analyse de la requête, la décomposition de la requête. Vous voyez aussi des petits points qui signifient l'importance des traitements que l'on fait à ce niveau. Donc la décomposition va générer un certain nombre d'hypothèses, donc il y a un peu de combinatoire à ce niveau. Et ensuite, pour chacune de ces hypothèses, on va rechercher un ensemble d'évidences qui viennent corroborer ou pas ces hypothèses. Donc on explose encore en termes de flux de données. Et donc c'est là qu'on va mettre en place du traitement parallèle, du deep analysis. On fait une synthèse de l'ensemble de ces informations. Et via machine learning, on va classer les résultats les plus pertinents par rapport à la question posée. Et donc ce genre de dispositif a permis de gagner Jeopardy. Alors vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a les 3 manches du jeu. Ça ne dure pas très longtemps, je crois que c'est 3 fois 30 minutes. Mais c'est assez intriguant. Vous voyez que parfois il répond mal, parfois il répond à côté de la plaque. Et puis dans la salle dans laquelle le jeu s'est déroulé, c'est à New York, aux États-Unis, donc dans un site IBM. Et il y a tout le staff IBM qui est présent. Et vous voyez parfois les gens qui sont très surpris, enfin les développeurs ou les chercheurs qui ont développé cette solution, très surpris des réponses qu'a fournies Watson. Puis ensuite, évidemment, ils ont analysé les logs pour essayer de comprendre. Il y avait toujours une justification à la réponse erronée de Watson. Donc on peut après modifier les systèmes pour qu'ils ne fassent plus ce genre d'erreur. Ce qui était assez intriguant aussi ou amusant, c'est que le système, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de catégories, donc de la plus simple à la plus complexe, et que le système apprenait au fur et à mesure des réponses des autres candidats sur un thème donné. Parfois sur les questions même simples, et pour ça qu'en général Watson commençait par des questions simples, il allait perdre parce qu'il allait mal positionner ce concept par rapport à sa base de connaissances, et au fur et à mesure du jeu, il devenait de plus en plus performant, plus et plus précis.
Donc, je reprendrai la main après une présentation que Michel va vous faire, une illustration d'un cas concret qui explique, qui illustre ces différents principes. Et sur ce schéma, je positionnerai les différents services Watson, Bluemix que l'on peut activer pour construire l'ensemble de cette chaîne de valeur. J'ai une démo après, mais... D'accord. Donc, oui, bonjour. Donc, on va se poser des questions simples pour essayer de concrétiser tout ce qui vient d'être dit. Donc, prenons le cas d'une agence de voyage. On a pris un sujet qu'on voulait partager, donc complètement. Une agence veut se doter donc d'un assistant. En réalité, on est bien dans une logique où on va essayer de faire les tâches qui sont basiques, qui sont plutôt simples. On va essayer de faire monter en puissance donc notre assistant automatique, notre agent. Donc il va se poser, son objectif est de répondre donc à des questions. Ça peut être donc, la seule différence, ça sera l'espace-temps. Ça peut être un mail que vous écrivez, ça peut être un chat, ou ça peut être la réponse à un call center. La démarche sera la même. Le problème, c'est qu'on va peut-être pas commencer par le call center, qui est une interaction directe. On va commencer par une interaction plutôt lente, qui permettra au système d'apprendre en même temps. Donc je ne reviens pas sur ces aspects-là. Donc la question donc, est assez simple. On va se poser des questions. Quelqu'un va demander est-ce que je peux faire un voyage, etc. Et voilà. Donc il va falloir que le système soit construit pour être capable de répondre. Alors, vous avez lu les questions, je ne le redis pas, étant peut-être impossible de fonctionner, ses habitudes, le système. Alors c'est ça, en même temps, on va se dire que finalement, ces gens qui vont nous poser des questions, peut-être qu'on les connaît, parce qu'on va essayer quand même de gérer une proximité. Donc on va non seulement, dans un premier temps, être capable de répondre comme si on ne le connaissait pas, mais aussi on peut développer une autre partie, on va comprendre cette personne, on ne va pas reposer peut-être un certain nombre de questions. D'accord ? Et donc... on avait une petite complexité qu'on a rajoutée. C'était le type de question que la personne pouvait poser. Donc, voilà. Donc, je recherche une randonnée en juin du côté de Dijon. Bon. Le problème, c'est de traiter cette question-là. On est bien donc dans ce qu'on a dit, dans une phase où on va devoir comprendre dans un premier temps. On va devoir ensuite, évidemment, trouver, c'est tout ce que vient de décrire Xavier. Et donc, on va s'appuyer sur une base de connaissances. Il l'a dit, et il l'a dit peut-être vite, mais le système peut très bien complètement disjoncter s'il n'a pas rempli les informations. Si vous demandez à un fournisseur de pizza quel est l'horaire du train, je veux dire, il ne va pas vous répondre. Donc, il va bien falloir qu'on construise une base de connaissances, ce qu'on appelle une base de connaissances, qui donc va coupler les questions qu'on est prétend répondre avec l'offre qu'on souhaite présenter au client. C'est bien cette corrélation qui va être mise en place. Donc, par rapport à ce problème-là, donc, on va décomposer le travail en deux grandes séquences. Donc, une séquence donc, d'identification, de compréhension, d'accord ? Catégorisation de la demande. Donc, c'était ça qu'on avait trouvé intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une demande ? Est-ce que c'est une plainte, une réclamation ? Est-ce que c'est une recommandation ? Une recommandation, c'est qu'est-ce que vous avez à me proposer, quoi ? Une demande, c'est à quelle heure arrive le train ? Donc c'est bien. Ces catégories-là sont importantes parce que souvent, dans l'organisation de l'interaction d'un intervenant avec un système, il faut classer le type de la demande. On voit que c'est assez fréquent, ça. Et derrière, donc, il va falloir trouver la réponse. Voilà. Donc, ce que l'on dit simplement, on va tout faire ça, je dirais, on va synchroniser la construction de la base de connaissances avec l'offre que l'on souhaite mettre à la disposition. Et ensuite, on fera la même chose quand on traitera l'analyse des questions. Donc ça, simplement pour vous dire que Xavier vous l'a dit, il va vous le remontrer, il y a un certain nombre de services Watson. Sur chacune de ces étapes, on va s'appuyer sur un service Watson. C'est ça ce que je voulais dire. Donc comprendre. Rentrons dans la problématique de la compréhension. D'accord ? Comme on l'a dit, c'est une demande qui ressemble plutôt à une recommandation. C'est ce qu'on catégorisons par rapport à une plainte comme une recommandation. On aurait un déplacement, quel type de randonnée ? Alors on va se poser un certain nombre de questions, parce que la question est complexe. Elle est complexe parce qu'il n'y a pas toutes les informations dans cette question. Ça ne vous a pas échappé
que même si cette question était posée à un interlocuteur vivant, il ne pourrait pas répondre, il ne pourrait pas dire j'ai un truc. Donc on va se poser un certain nombre de questions et on est obligé de faire apprendre au système un certain nombre de choses. Donc je reviens toujours en frontal en référence avec le système dont je dispose. Je suis agence de voyage, donc il y a des choses que je ne sais pas traiter. Et donc, globalement, je vais identifier un certain nombre de domaines. Il y a 3 domaines explicites dans cette question. Il y a une logique de date, une temporalité en juin. Il y a un problème de localisation du côté de Dijon. Et il y a un autre domaine qui sont tous aussi flous les uns que les autres, d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce qu'on les a identifiés qu'on est capable d'y répondre. Le troisième, c'est l'activité, randonnée. Quel type de randonnée? Aucune idée. Et ça, ce sont 3 domaines explicites. Il est clair que dans la construction de ma base de connaissances et de mon offre, j'ai d'autres critères qui donc sont implicites et qu'il va me falloir résoudre pour pouvoir apporter la bonne réponse. Il y en a 2, par exemple, qu'on imagine immédiatement. C'est est-ce que vous êtes tout seul quand vous posez la question? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce qu'il y a des enfants? Etc. Parce que on ne va pas adapter la même réponse en fonction de ça. Et le dernier domaine implicite, c'est l'argent. C'est quel budget pour faire ce genre de choses? Voilà. Donc on va partir de ces 5 domaines, je le fais simple, on va partir de ces 5 domaines et on va se poser d'autres questions sur chacun de ces domaines. Alors ici, on va en regarder un seul, par exemple. C'est par exemple celui de la temporalité. Pour pouvoir trouver une réponse, j'ai besoin de 2 variables dans la dimension de temporalité. En juin, ça ne me suffit pas. Ce qui m'intéresse, c'est la date de départ et la durée. Quand je vais produire une réponse qui est, c'est tout ce que j'espère, que je dispose, moi, de réponse, je ne vais pas dire quel jour vous voulez partir. Parce que ça me ferme la capacité de répondre. Et pour combien de jours? Je vais donc poser une question de telle façon qu'il me faut faire remonter ces 2 variables tout en gardant la possibilité de répondre. Si moi j'ai un séjour du 8 au 15 par exemple, et c'est le seul séjour que j'ai, si je commence à demander quel jour, donc je vais passer mon temps à éliminer. D'autant plus qu'il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc je vais poser une question du style, à partir de quand et pour à peu près combien de temps? Ce qui me permettra à moi d'adapter ma réponse, d'ouvrir le périmètre, parce qu'effectivement j'ai un séjour d'1 semaine pour, mettons, 1 000 €, et puis j'ai un super séjour de 15 jours pour 1 100 €, avec des dates qui sont juste à côté. Ça va faire réfléchir. Et donc il faut que mes questions, qui vont me permettre d'intégrer des variables qui me permettront de répondre, ne ferment pas la capacité de répondre. Donc il y a donc cette préoccupation sur laquelle il faut quand même faire attention. Voilà. Alors, dans la temporalité, il a parlé tout à l'heure des ontologies. On remonte un certain nombre donc de références qui sont des organisations, parce que c'est tout le problème du web sémantique, c'est toute l'organisation des données. Et donc on structure un certain nombre de choses. On dispose d'un certain nombre d'ontologies qui vont décrire des problèmes concernant les maladies. Voilà. Le problème de la temporalité, c'est que quand je vous ai dit ces 2 choses, je n'ai pas traité tout. Il y a plusieurs aspects dans la temporalité. Il y a une temporalité dans la médecine. Xavier a travaillé dessus. Donc là, vous allez entendre parler de tendre enfance, vous allez entendre parler de l'adolescence, de la vieillesse, des choses comme ça. Ou alors vous allez entendre parler de pendant 15 jours à partir de la semaine prochaine. C'est une temporalité qui n'est pas spontanée à interpréter. Quand vous êtes dans l'analyse, on a travaillé pour des analyses d'audition sur la télévision, sur les émissions de télévision. La temporalité dans la télévision, c'est tous les 15 jours, hebdomadaire, mensuel, quotidien, etc. Donc ça, c'est donc une autre temporalité. Donc il faut intégrer ces concepts. On n'ouvre pas une boîte dans laquelle on a tous les concepts. Et un troisième domaine, c'est par exemple la temporalité du tourisme. Donc on va avoir dans les interactions qu'on aura avec les clients dans ce domaine-là, on aura en dehors des vacances de Pâques, pendant les vacances d'hiver, à Noël, 15 jours avant Noël, c'est l'été. L'été pour qui?
Et pour l'Amérique du Sud, ou l'été pour... enfin, vous voyez ce genre de questions. L'été est complètement relatif à un certain nombre de questions. Donc finalement, même si on est capable de se dire, bon, on commence à comprendre, etc., il y a quand même un petit travail de construction de la capacité à répondre et donc à l'adéquation entre la question qui est posée et la réponse qui va être fournie, tout en laissant le système suffisamment puissant pour ne pas fermer, puisqu'on est quand même dans un acte commercial. Voilà. Donc sur cette partie-là, on va effectivement avoir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de répondre à ce problème. La dernière partie, c'est évidemment le retour sur le moteur de recherche. En fait, on n'a rien fait de plus que d'affiner le spectre de réponse en fonction de l'offre dont on dispose. Et donc éventuellement un module de classification pour dire on est capable, et voilà notre offre, parce que donc on est dans cette interaction. Donc voilà. Donc une des choses les plus complexes, c'est effectivement c'est pas extraordinairement compliqué non plus, c'est de construire les bases d'informations. Donc tout à l'heure, Xavier a parlé des graphes. Les ontologies alimentent, il y a les règles de logique, il y a un certain nombre d'outils disponibles pour réduire le temps d'interaction et répondre de la meilleure des façons. Voilà, c'est tout cet univers sur lequel nous travaillons. Voilà, je crois que je ne devrais pas dépasser mon temps. Oui, pardon. Oui, j'ai une petite question. Vous disiez au début que, en fait, il fallait construire justement les ontologies par des êtres humains, en fait, pour les donner à la machine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une fois que la machine est devenue experte dans un domaine donné, elle peut elle-même sélectionner ses sources? Alors, donc, j'ai pas les ontologies. Beaucoup d'ontologies existent. Hein. Quand on regarde, par exemple, dans les travaux sur lesquels Xavier a travaillé, les ontologies arrivent, par exemple, de la PHP ou de documents de centres médicaux. Ce travail-là existe. Le vrai problème, c'est effectivement de corréler l'ontologie qui est assez formelle, qui est quand même le travail de gens avec les mots qui sont les mots usuels. Donc ça, il y a une adéquation. Et puis ensuite, si vous voulez, ça amène à une autre réflexion, qui est, en réalité, on a des systèmes qui arrivent à nous, qui nous aident aujourd'hui. On a des interlocuteurs dont on voudrait rendre les tâches mécaniques traduites par la machine et non pas par l'individu. C'est ça, hein, que l'on veut. Donc on est sur une démarche, je dirais, qui englobe l'ensemble des aspects de ce qui a été écrit à travers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc il faut bien regarder quels sont les outils dont on dispose pour que les tâches qui sont automatisables le soient. Et de quelle façon elles vont l'être. C'est un peu ça la démarche. Hein, et en même temps, comme on a ces outils et ces outils d'apprentissage, on est capable de dire, voilà, on va répondre à une partie des questions. Et on va aller un tout petit peu plus loin après, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce d'équilibre. Les bases de graphes aujourd'hui sont extrêmement intéressantes, pour des raisons très faciles à comprendre, qui sont la démonstration même de l'utilisation du graphe. C'est que je peux me balader. Par exemple, nous avons peut-être fréquenté le même restaurant un jour. Et ça, je veux dire, dans un modèle entité-relation, ça peut être extrêmement compliqué. Et en réalité, avec une base de graphes, on est quand même assez facile. Donc en fait, on est en train de regarder dans quel équilibre on va se placer. Quels sont les types de questions auxquelles on peut répondre. N'oubliez jamais, je voudrais quand même que les choses soient claires, quand vous adressez un routage de mail ou de call center, il y a deux solutions. Si la machine ne répond pas, vous relayez sur un individu. Il y a beaucoup d'humilité dans cette démarche. Hein. Ce qu'on n'est pas capable de répondre, on ne répond pas. Donc, quand il parle du degré de confiance, c'est extrêmement important. Il ne faut pas répondre une connerie. Donc, si on répond une connerie, dire qu'effectivement, voilà. on a une très très faible confiance dans la réponse. Alors, il est arrivé que Watson, dans le jeu Jeopardy par exemple, réponde avec une très faible confiance. Et il est quand même correctement répondu. Par contre, votre question peut-être toucher la découverte, l'intégration de nouvelles ontologies dans Watson. Alors, aujourd'hui, non. Mais dans une Watson .2, pourquoi pas. Enfin, peut-être .3 ou .4. C'est quand même assez compliqué. C'est l'expert qui va guider quand même le système à comprendre ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et aujourd'hui, enfin moi j'ai pas connaissance, il y a peut-être des travaux sur le sujet chez IBM, mais je ne sais pas. Donc tous ces systèmes fonctionnent sur BlueMix. Alors je pense que vous avez dû peut-être, pour certains d'entre vous,
avoir déjà peut-être des conférences sur le sujet ou connaître la solution. Alors, très brièvement, Bluemix est une plateforme as a service. Ça s'appuie sur une solution d'infrastructure as a service qui va fournir des composants. Alors, on utilise des standards comme OpenStack et Docker pour mettre à disposition ces environnements. Et dessus, on offre une palette de services. Alors, il y a des services sur la donnée, des services sur la sécurité, des services DevOps, etc., et des services cognitifs avec toute la palette de services Watson. Donc l'intérêt, c'est que l'infrastructure et ses composants sont déployés pour vous, et en quelques secondes, enfin quelques minutes, vous avez une infrastructure prête à l'emploi. Bonne chose, c'est que vous pouvez la tester gratuitement pendant 30 jours. Et ensuite, autre bonne nouvelle, c'est que les services, quand vous construisez une application sur cette plateforme, vous ne payez qu'à l'usage. Donc ça vous permet d'expérimenter assez facilement des bruits cognitifs dans vos applications. Si ça fonctionne, eh ben c'est banco pour vous, parce que vous avez pu rapidement offrir des applications cognitives à vos clients. Et ça vous a coûté pas très cher au début pour les mettre en place. Et si ça marche, IBM et vous gagnez de l'argent sur l'utilisation à grande échelle de ces services. Et si ça ne marche pas, ça ne vous coûte rien. Donc, positionné sur le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure, vous avez ici les différents composants Watson, enfin les différents composants Bluemix que l'on peut utiliser. Donc sur la partie Natural Language Processing, vous avez un composant qui s'appelle Watson Explorer avec Content Analytic. Sur la partie information retrieval, donc vous avez effectivement les systèmes Hadoop qui sont disponibles sur Watson. Vous avez le système conversation, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, et le Natural Language Classification. Alors, le système conversation est intéressant en entrée, en interface avec un humain. Un humain va vous poser une question et à travers le module conversation, vous allez pouvoir définir des intentions qui vont être les points d'entrée dans votre système cognitif. Et l'utilisateur humain s'exprime, lui, d'une façon diverse et variée en fonction de sa culture, de son âge, etc. Et donc, il y a une pluralité d'expressions possibles pour une même intention. Et l'intérêt de conversation, c'est que ça intègre un moteur d'intelligence artificielle avec du machine learning qui permet d'apprendre au fur et à mesure des interactions à faire le lien entre une façon de s'exprimer et une intention. Donc c'est un point d'entrée assez efficace et assez pratique pour engager une discussion avec un système automatisé. Sur la partie de représentation de connaissances, il y a une solution qui s'appelle Watson Knowledge Studio qui permet en fait de piloter toute la découverte de connaissances et le mapping de connaissances sur des documents. Alors, on peut le faire manuellement, et en général, quand on le fait manuellement, on utilise le système qu'on a représenté en haut, donc le WEX-CA, le Content Analytic, où là, c'est un expert, un linguiste, ou un bioinformaticien, ou enfin un expert d'un domaine, et un expert, un informaticien, qui vont travailler ensemble, donc l'expert du domaine et l'informaticien vont travailler ensemble pour intégrer des ontologies, une représentation d'une connaissance dans un système en vue d'en extraire des concepts de façon structurée. Et c'est une tâche qui peut être assez longue, assez fastidieuse. Alors très rapidement, on peut mettre en place des annotateurs, des extracteurs de concepts, et on va capturer en quelques heures de temps de chargement d'un dictionnaire, d'une anthologie ou d'un référentiel de connaissances. En quelques heures, on peut récupérer 50-60% des connaissances contenues dans un document non structuré. Et quand on veut augmenter la pertinence, il va falloir prendre ces dictionnaires et mettre des règles d'analyse qui vont être de plus en plus complexes. Parce que la façon d'exprimer quelque chose va varier d'un environnement à un autre, d'une personne à une autre. Et pour capturer, quelle que soit la personne qui exprime quelque chose, une intention ou un concept, il va falloir définir des règles qui peuvent être il va falloir définir plusieurs règles pour être assez exhaustives. Et on peut ensuite combiner plusieurs concepts, et la façon de combiner plusieurs concepts aussi va mettre en œuvre des règles qui peuvent être parfois compliquées. Si je donne un exemple, on peut prendre des documents de déclaration de sinistre, d'accident de la circulation,
Et quand on veut extraire de la connaissance automatiquement de ce genre de document, on va chercher à retrouver le type de véhicule, les conditions de la route au moment de l'accident, les parties du véhicule endommagées, le type de dommages corporels, décès, je ne sais quoi. Donc ces différentes entités que l'on cherche à capturer donc, représentent donc un certain nombre de référentiels pour les capturer ces intentions. Donc, on a l'expert du domaine qui va identifier les concepts que l'on veut capturer et les relations entre ces concepts. Dans Watson Explorer, avec la partie Content Analytics, c'est vous qui devez créer l'ensemble des règles qui permettra de découvrir toute la façon de représenter les connaissances dans un document. Avec le module WKS, Webster Knowledge Studio, en fait, vous définissez les entités que vous voulez capturer, les relations entre ces entités, et ensuite vous demandez à des humains d'annoter sur la base de ces informations un corpus de documents que vous avez choisi préalablement. Et cette annotation faite par des experts du domaine va servir de point d'apprentissage, de point d'entrée d'apprentissage pour mettre en œuvre le machine learning et pour ensuite généraliser la découverte des connaissances dans les documents sur le domaine que vous souhaitiez enseigner, entraîner Watson. Donc c'est une autre approche que l'approche où on a un expert qui modélise un savoir et qui le rend dans une solution. Là, on fait la description des entités et ensuite ce sont des experts qui, par le tagage des documents, va traduire les connaissances et les relations entre ces différentes entités. Et le machine learning embarqué dans la solution va découvrir de lui-même les règles d'association et la façon, les patterns linguistiques sur ce domaine. Parmi les autres briques, on va retrouver donc sur le Deep Analytics des briques comme Watson Analytics, ou Watson Data Science Experience, qui permettent effectivement de modéliser un certain nombre de choses d'un point de vue statistique. Et puis on a des briques de machine learning à proprement parler. Donc Watson Retrieve and Rank, Watson Conversation. Donc, maintenant, je vais vous parler donc plutôt du module. Alors, là, vous pouvez aller sur le site Bluemix et vous aurez la liste de tous les services disponibles aujourd'hui, des services cognitifs disponibles. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de quelques-uns seulement, parce que le temps passe très vite, en fait. Je vais vous parler de Watson Retrieve and Rank, qui donc permet d'analyser les documents et de classer ces documents par ordre de pertinence. Et je ne vous parlerai pas, je pense, d'autre chose. Mais bon, il y a pas mal. Alors, l'avantage de Bluemix, c'est que vous pouvez donc créer ces services, vous avez une documentation en ligne, vous avez un certain nombre d'API qui sont disponibles, que vous pouvez activer comme vous voulez. Donc, un mot quand même sur Watson Explorer et la démarche que l'on met en œuvre quand on veut extraire de la connaissance. Donc, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure donc, en comparant avec Watson Knowledge Studio. Ici, on a des documents ou une question, et on va donc sur les documents en entrée qui sont non structurés par nature, c'est du langage naturel. On va charger un certain nombre en bleu d'ontologie ou de référentiels de connaissances sur un certain nombre de domaines. On va développer des pipelines d'annotation, d'extraction de connaissances. On va indexer ces documents et on va sortir des données structurées qui vont permettre de mettre un certain nombre d'algorithmes en œuvre pour répondre intelligemment aux questions qu'on se pose. Donc là, on ajoute de la métadonnée sur les données pour pouvoir plus facilement les retrouver et au moins fournir en retour les documents et les évidences qui ont été construites à la base par la découverte de ces données structurées. L'autre service, donc, c'est Retrieve and Rank. Donc, ce service s'appuie sur le moteur Solr, le moteur Apache Solr. Donc, l'objectif, c'est de faire une recherche classique par mots-clés sur les documents et ensuite d'utiliser du machine learning pour classer par apprentissage les documents par ordre de pertinence. Donc on a deux façons de faire cet apprentissage. Soit on met à disposition d'un humain un outil qui va lui permettre de classer ces documents.
C'est-à-dire on va charger dans le système un ensemble de questions auxquelles on veut avoir des réponses. Et c'est l'humain qui va, sur la base des documents que vous avez chargés dans la solution, qui va dire ce document répond complètement à la problématique, c'est une réponse. Donc on va mettre 4 étoiles ou 5. Enfin, on va mettre donc 4 étoiles sur ce document. Si le document donne une réponse incomplète, on va mettre 3 étoiles. Si c'est un document qui traite du sujet mais qui n'apporte pas de réponse, on va mettre 2 étoiles. Et si c'est un document qui n'a aucun lien, on va mettre 1 étoile. Et au fur et à mesure des interactions du chargement, des interactions entre l'humain et la classification des documents, le système va apprendre à classer les documents au fur et à mesure. Ou alors on peut faire ce travail et le scripter et le charger automatiquement dans la solution. On a des API qui sont mises à disposition qui permettent d'accéder à l'ensemble de ces services. Donc là, c'est un exemple de requête, par exemple sur Solaire, pour faire une recherche. Donc on pose la requête avec du curl, par exemple. Et voilà. Voilà, donc on va conclure là, en fait, parce qu'effectivement, je dépasse le temps.